Hi. Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm fine, Rogers, I'm fine. Yes. C'est à Paris. Nous avons avec nous un Congolais de la diaspora, un leader politique du Canada qui est venu expressément avec son argent propre, je tiens à le dire, pour assister à cette conférence de deux élus congolais nés en France, qui occupent une place assez importante au sein de la communauté française, aussi au sein de la politique française. Ils sont des élus issus de cette diversité. Voilà, nous avons assisté à une première à l'Assemblée nationale, dans la salle mythique Colbert, où on prend des décisions pour la nation congolaise et pour les autres d'ailleurs. Alors, nous avons assisté à quelque chose que cette diaspora est en train de mettre en place. Ce qu'on appelle ces rapports décentralisés avec le pays du Sud, avec le pays non aligné, le pays en voie d'émergence, le pays en voie de développement, pour essayer de construire quelque chose de gagnant-gagnant, si vous voulez, et prendre quelqu'un à un niveau beaucoup plus élevé pour travailler avec. Non, prendre comme celui qui est moins fort et celui qui est fort, le coloniser et le colon pour travailler. Donc le rapport des forces ne sera plus pareil. Voilà, donc on a assisté à cette conférence de presse en présence de notre ami qui est venu pour apporter une certaine dynamique. Il va se présenter et il va nous dire qui il est et d'où il vient. Très bien, merci Roger Bongos. Merci de m'inviter dans votre émission l'Afrique Rédaction. C'est un plaisir pour moi d'être ici à Paris. Je m'appelle Dominique Kabongo. Je suis un politicien congolais. J'habite Toronto. Je travaille avec plusieurs Congolais de la diaspora, précisément ici en France. Après avoir débattu un long travail de préparation, nous avons décroché cette invitation à l'Assemblée nationale, toujours dans une optique de pouvoir résoudre le contentieux qui sévissent à notre pays, la République démocratique du Congo. Donc voilà pourquoi je suis là et merci. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre parcours politique Parcours, cursus universitaire. Cursus universitaire, d'accord. Moi, je suis né dans la région du Katanga, précisément à Kolwezi, une petite ville minière. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge, dans mon adolescence, 14 ans. À partir de 14 ans, suite aux premiers pillages qui ont secoué notre pays, en 91, je pense, j'ai immigré vers l'Afrique du Sud. C'est là que j'ai terminé mes humanités. Après l'Afrique du Sud, je suis parti aux États-Unis, très brièvement, pour aller alors au Canada. Et au Canada, pour le moment, je suis en train de... J'ai fait plusieurs autres formations, un tout petit peu ordinateur, IT et tout ça, mais je suis diplômé en sciences politiques déjà là. Et là, pour le moment, je suis en train de terminer une deuxième licence, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, en développement international. Voilà. Très bien, donc vous conviendrez avec moi, et puis les amis téléspectateurs conviendront avec moi, pardonnez-moi. Tu parleras en français, mais avec une réflexion anglophone dans sa tête. Anglo-saxon. Oui, la conversion sera difficile, et puis on va amorcer aussi cette conversation en anglais. D'accord, hein, pas de problème. Afin que, à la fois, les gens de la communauté internationale qui utilisent la langue officielle comme en anglais puissent saisir notre message. D'accord. Donc, il est nécessaire de commencer avec le français, de parler anglais et de terminer avec une vague. Hein, d'accord. D'accord. Donc, la première fois que vous êtes ici à Paris, vous avez aimé Paris, vous avez vu Jean Moulin, et que pensez-vous de Jean Moulin?
Quand je dis que vous avez dit Jean Moulin, parce que là où vous avez votre hôtel, il y a C'est exactement, ouais. l'effigie de Jean Moulin, que Oui. vous avez pris la photo là-dessus. Ouais, Et pourquoi cette photo? Bah écoutez, je suis un étudiant de l'histoire. Et l'histoire de la France ressemble beaucoup à l'histoire du Congo, je dirais, ressemble beaucoup à l'histoire de la France maintenant. La France a connu l'occupation, nous connaissions l'occupation. Et Jean Moulin est l'un des pères, les piliers de la résistance. Alors, en sortant, progressivement, je traversais pour se rendre à l'Assemblée nationale et la photo de Jean Moulin est en face. Alors, ça m'a laissé, ça m'a interpellé et puis j'ai dit voilà, on peut s'inspirer de, voilà, parfois quand on fait notre combat, on est fatigué, on a une certaine lassitude, on peut se référer à comme cette figure et c'est des gens d'ailleurs qui incarnent que le changement est possible et qu'il faut qu'on continue. Oui, alors donc, je tiens à rappeler à vos amis téléspectateurs, Jean Moulin fut bien entendu un résistant de premier ordre, première classe d'ailleurs, hein, pour dire ainsi, il n'y a pas un résistant de première classe, mais je dirais qu'il a eu une mission extraordinaire venant du président de Gaulle, quand il était à Londres. Il avait fait appel à Jean Moulin pour réorganiser la résistance. Et ça. Il a réorganisé la résistance, vous connaissez les résultats que voilà, la France a été libérée. Mais malheureusement, pour lui, et heureusement d'ailleurs, pour sa mémoire, il est mort 2 ans avant la libération de ces merveilleux pays qui est la France. C'est vrai que vous avez fait le parallèle entre la souffrance que les Français ont pu connaître pendant cette époque de l'occupation allemande, avec leurs représentants ici, le maréchal Pétain. Et nous avons notre maréchal Pétain en RDC, bien sûr, Joseph Kabila, qui porte le nom d'emprunt. Et voilà, donc nous menons le même combat. Alors nous cherchons aussi notre Jean Moulin à nous pour nous amener au bon port. Voilà, donc vous êtes à Paris, vous êtes satisfait la première fois que vous êtes à Paris. Donc comment trouvez-vous Paris? Une très belle ville, très belle ville. C'est une ville qui est remplie de glamour, je m'excuse. Et puis vous pouvez vous perdre dans tout ça parce que c'est tellement très beau, ça séduit facilement. Mais c'est aussi rempli d'histoire. L'histoire est extrêmement. J'ai pas vu un building, un bâtiment qui n'avait pas une référence historique. Donc c'est vraiment et c'est très profond parce qu'il y a ce sens de connexion qui est particulier. Oui, voilà, la particularité de Paris, on connaît bien. Et quand il parle de ces bâtiments remplis d'histoire, bien sûr, il parle de ces blocs de béton, de murs, même de béton qu'on voit dans des bâtiments. C'est qu'on appelle les styles haussmanniens. Voilà. On connaît qui était Haussmann. Bon, je ne suis pas l'affaire à l'histoire de la France. Haussmann a bâti Paris, a fait de Paris ce que Paris est devenu aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Exactement. Voilà, avec des bâtiments cossus et en pierre de taille, ce qu'on dit. Hein. Voilà, alors, je m'en vais quand même avoir votre impression par rapport au Parlement que vous avez été là. Vous avez assisté à cette conférence des élus français d'origine congolaise. Quelle est votre impression? Moi, je suis très satisfait. J'étais content en fait de voir que, en fait, si on peut parler sur le point de vue d'intégration, je vois qu'il y a des Congolais qui pénètrent les niveaux, les réseaux qui étaient peut-être nécessairement pas ouverts hier, et qu'en pénétrant ces réseaux, ils sont en train d'apporter la cause du Congo. Ils la portent à cœur et ils font vibrer les murs, ils font bouger les montagnes. J'étais vraiment content. On a eu 2 experts extrêmement brillants qui ont démontré l'historique de l'autre côté et puis la catastrophe que nous vivons sur les droits de l'homme. Oui, je tiens à vous interrompre pour dire que c'est Anissé Mobé et avec le
l'activiste des droits de l'homme, qui est le responsable FIDH section Afrique, M. Paul Sat. Exactement. Et alors, nos deux confrères ont démontré, ont fait une démonstration extrêmement brillante. Donc, les Congolais devraient rester conscients que le combat continue, parce que la plupart des gens pensent que, bon, parfois, il n'y a rien qui se passe, parce qu'il n'y a rien sur la toile, mais contrairement, dans le silence, dans la discrétion, il y a des gens qui travaillent extrêmement fort, j'ai vu ça de mes propres yeux, et ça se passe extrêmement, et ça devient de plus en plus efficace. Donc, c'est plutôt question de consolider nos forces, et de pouvoir agir comme un seul monde. Parce que cette synergie est extrêmement importante. Bien, très bien, là, c'est une bonne réponse. Et maintenant, à l'issue de tout ça, quelle est la résolution qu'on peut prendre parce qu'ils ont parlé des viols, quelle est la résolution qu'on peut prendre là-dessus par rapport à l'arrêt de ces viols, puis le massacre, la guerre dans l'Est de l'Amérique? Écoutez, si je peux avoir ces mots, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a vu en fait aujourd'hui, on peut appeler ça, si vous voulez, un lobby. C'est un lobby parce que ce sont des Français d'origine congolaise qui travaillent avec des différentes organisations, pour ne pas citer certains noms, d'autres personnalités très importantes. Et ils poussent la cause du Congo, et elle est sur la place publique. Et il y a un contre-courant, et on a réussi à créer ce contre-courant pour contrecarrer ce mensonge qui a été maintenu pendant une vingtaine d'années. Et maintenant, on touche vraiment à la moelle épinière du problème. Et c'est très simple. Pour les Congolais, pour nous, c'est simple. Bon, pour arrêter la guerre, pour arrêter tous ces viols, c'est très simple. C'est qu'il faut mettre fin à l'oligarchie kabyliste qui se trouve au Congo, en commençant par lui. Joseph Kabila doit être mis hors d'état de nuire, parce que aussi longtemps qu'il est président, soi-disant président, parce que moi je dirais plutôt que c'est un représentant de l'occupation. Un proconsul, si vous voulez, oui, de l'occupation, parce que aussi longtemps qu'il est là, et c'est le mal congolais. Bien sûr, les Congolais ont une part de responsabilité là-dedans, d'accord, c'est un débat qu'on peut avoir, mais le numéro un, le représentant, c'est Joseph Kabila, et c'est lui qui est le pose de combat. La preuve, c'est que avec tout ce qu'on a vécu, tout ce carnage, il n'y a aucune résolution concrète pour mettre fin à cette guerre. Il n'y en a pas. Sur tout son mandat, les 12 ans qu'il a passé déjà au pouvoir, il n'y a absolument rien. Ça continue et je dirais même que ça s'empire. Donc, il faut carrément un changement de leadership, c'est tout. Très bien. Alors, pour passer du coq à l'âne, on est quand même dans le combat, c'est toujours le même combat. Ça ne peut même pas être coq à l'âne, c'est-à-dire que c'est le prolongement de le combat. Madame Gréco, qui a intervenu lors de cette conférence, est partie sur le concert du 21 décembre. Oui, c'était suivi, donc elle a été très émotionnel. Non, elle a eu la passion, parce qu'elle a la passion pour le Congo, comme l'avait dit. Ça fait 20 ans qu'elle lutte pour le Congo. Que pensez-vous, pour terminer, que pensez-vous de cette histoire de JB, où on a vu la semaine dernière son producteur sortir de l'ambassade de la RDC à Paris? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? On ne sait pas, mais que pensez-vous de tout cela? Et aussi, c'est que Martin Sali a lancé comme couvre-feu. Moi, je trouve extraordinaire comme idée. Et que pensez-vous de tout cela? D'abord, c'est une provocation. C'est une provocation pure et simple. Le gouvernement congolais en place, c'est un gouvernement moribond. Le fait qu'il est moribond, c'est un ballon d'essai. Ils ont essayé avec les concertations nationales qui a tourné au fiasco. C'est un échec total. Alors, je pense que les gouvernements congolais se trompent à qui il a affaire. Et ça, je précise précisément la diaspora, parce que ils pensent que les Congolais sont les mêmes Congolais d'hier qui oublient facilement et se fâchent aujourd'hui, ils oublient facilement. Non. Le Congolais ne décolère pas, ne décolérera pas. Il restera dans cette optique parce qu'il a un seul objectif maintenant, c'est mettre fin à cette mascarade, ce carnage qui se passe au Congo. On n'en veut plus, on en a marre. Point. Donc, JB, regardez carrément le personnage.
il se porte garant d'une mission suicidaire pour venir distraire les Congolais. Cet Haïtien, je pense que s'il voulait vraiment faire un concert humanitaire, pourquoi pas le faire pour son propre peuple haïtien qui dort encore dehors après le séisme qui a secoué l'Haïti, mais il s'autoproprie du combat congolais qui veut faire des causes humanitaires. Moi c'est bien, et on peut sympathiser avec la tragédie des amis, mais dans quel but il fait ça exactement? C'est quoi le fond? Il est sorti, on l'a vu sortir de l'ambassade. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait à l'ambassade? Qu'est-ce qu'il a été faire à l'ambassade? Parce que je sache, il est haïtien. Il n'a pas de business, si on peut dire, à aller à l'ambassade congolaise. Qu'est-ce qu'il a été faire exactement? Ces questions-là... Moi, en fait, en tout ça, je trouve que c'est très simple. J'ai suivi son interview avec notre confrère Roger Moussanji, et il dit, voilà... c'est une affaire de 100 000 euros. Moi, en l'écoutant, je me dis, avec cette crise économique qui perdure encore globalement, quel est ce chef d'entreprise qu'il dit qu'il est, qui va investir 100 000 euros dans une affaire dont il n'est pas sûr s'il va même trouver une certaine rentabilité ou même un profit? Il a vraiment de l'argent à gaspiller. Si c'est ça le cas, ce n'est pas vraiment un bon chef d'entreprise. Donc, ça ne m'amène qu'à une seule conclusion, que ce concert est organisé par le gouvernement congolais et il n'est qu'une tête d'affiche. Voilà. Merci. Alors, pour terminer, juste rapidement, je peux reprendre ça en lingala. D'accord. Anglais aussi tout à l'heure. D'accord. Pour terminer, D'accord, pas de souci. La présentation, je salue. C'est ça. L'anglais a continuité. Pourquoi tu bats anglais? Parce qu'il faut permettre à tout la communauté internationale. C'est ça. Exactement. C'est très important. C'est ça. Ou en français. Exactement. Il faut commencer à élargir l'axe. Voilà. Il faut élargir l'axe. Comme font les gens, Exactement. Donc vous avez parfaitement raison. C'est ça, il faut élargir l'axe parce que, écoutez, une politique de renfermement, ça ne nous aide pas ce jour-ci. Donc il faut comprendre qu'il faut toucher, il faut pénétrer l'axe anglo-saxon. C'est très important parce que il faut bailler au capé biso. Ici, ils ont des questions. Il faut bailler que oui, expliquer, échanger, et voilà. Donc, aux alentours de Bercy, donc ceux qui montent l'équipe, donc qui m'ont mais nga na oloba ba ndeko nango nde basi pa pesi avertissement na ba couvre-feu boye elanda makaka wa ocha mutu makasi boy fazwa makamna parce que c'est comme ça, parce que tu continue. Vous voyez, tous en makambo, tu lobi to sali kambo et puis to salango un peu na katikati ou bien non, surtout lobi to sali kambo to kena otina suka. Donc comme couvre-feu ezali na kati ya Bercy, donc ndeko na biso na libanda pe ndeko na biso Martin Salé à chaque initiative, toutes les initiatives qui doivent être prises, il faut ekende, il faut ezaka bongo. Il faut ezaka bongo à la rigueur, Sogi JB, comme il s'entête, il y a aucun dans cette mission suicidaire. Et puis JB doit retenir une chose. Moi, je crois très bien que à l'Inikobeta concert, en termes réalistes, c'est possible qu'à Robeta, mais ce Robeta est même vide. À Robeta, mais il défie ça. Mais après le 21, sa carrière est brisée. Même le jour où Bisoto comme en Congo, il y a parce qu'il sera taché. Et c'est fini. Donc s'ils parlent de vouloir ressusciter leur carrière parce que voilà, qui ça base la rentabilité, etc. Mais JB n'est pas pauvre. JB a besoin de bon hôtel. Il a son contrat avec Primus. Ce contrat-là, ça lui permet de vivre bien à Kinshasa. Donc, il ne peut pas venir dire que oui, en tant que Moutazo, oui, d'accord, je peux comprendre dans ce sens qu'un artiste veut exercer son art d'artiste. Mais il ne peut pas parler de questions de rentabilité parce que Aza est un monde. Donc, c'est un argument, c'est un faux débat, celui-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il veut rentrer dans cette mission suicidaire,
bon toloba nini azaka la bienvenue à Paris hein nasir bandeko na ngai nayebi te soki ba moye sungi je serai avec eux on sera avec eux on va voir ce qui va se passer mais et kozala mama likambo voilà et aux mama likambo to soki sina poto yopo to na suka na émission oyo merci de connaître au Canada d'accord il a dit que ba congolais va changer congolais place ba congolais ba vandi moko mi bala ko vanda mi sa ko vanda c'est ça mi ne ba vanda ta bazo uta musika na mbongo na moto moni yango na conférence à l'élo c'est ça oui exactement j'étais pas le seul oui c'est ça oui ba na mona ke baye c'est ça et to sepeli mingi puis Sengio lundi na tongo c'est ça exactement oui en tout cas c'est pas la dernière fois que naye naloba toujours na mloko na biso baloba muta maladi alukaka nde monganga betre moi message yo ba sur téléphone bazana pouvoir bazo sera inspiré bato pour ba confisquer pouvoir on est comme ka ba takatanga yo bi hotel na katanga c'est ça naloba Swahili ba ksaba moi le kamo donc bandugu wangu ya Swahili ibitu binapatikana binakawia sana unaona batu banakufa mingi donc hii kitu inakuwa sasa tuko na fare remise reprise donc inakuwa sasa kitu ya Baswahili kitu ya Baswahili avant ilikuwa ya Bangala kesho itakuwa ya tueni ya banani mais inchi haiwezi kutembea vile donc hii wakati tuisha kufika ni kuacha bitu bya masantima ni bandu kwetu bakatanga ni Baswahili beko hivi ni bandu kwetu ba Mkivu no inchi iko bie inchi iko naenda kama unapenda Kongo ni sawa kushimamia bale watu bale bote banapaya kubeba sasa banaifatia ka Kongo na kwa saka kitu kwabo ka particulier banje kujifasie bapate faranga bo ba vivre bien batu wengine babakie tu mu pauvreté sio mzuri tunafika wakati ule ni kukuya tukue mtu moya tumalizane na hii problem hii sio mambo ya Baswahili sio mambo ya Baluba sio mambo ya Bakinwa sio mambo ya Bakatange ni mambo ya Kongo kama unapenda nchi yako sa enjoy merci beaucoup merci au bali kama na kiluba koza muluba na bito soko kwa yango kuba kantoza Swahili po bote na katana etc oza shabi te tanso mwana oza muluba bali bakati ou bien nante beta bamwanda na kiluba alors ngala za non moi naza muluba emwena nshimba donc na bota mika na katanga ndeko mutakobota mala Kinshasa ba Congo Equateur na muluba o kaka na koloba mukena koloba batatu bama mubeto abwe voilà merci à vous merci à vous merci à très bientôt donc alingi ko baksaminte mais il a dit que mbonga na biso za la richesse extraordinaire na peu de choses peu de temps que tu koloba on a parlé au moins 5 langues c'est ça exactement donc merci nous avons biso biso chance exactement pays moko et permettre biso toujours le langue belé c'est ça donc jalousie au bâton bazana ngoso na mboka na biso ya honte les autres biso c'est exactement ça c'est ça merci mingi et puis je souhaite à très bientôt bien sûr merci bon retour à Toronto na Toronto bien sûr kinzaba suba merci beaucoup merci à vous hi hello how are you I'm fine and you I'm fine Rogers I'm fine yes first time is Paris this is your first time in Paris. Where you find it? Thank you. First, I'd like to thank you for the hospitality that you have shown me in Paris. It is indeed my first time in Paris, for being in the diaspora for so long, but only first time in Paris. I don't know how, inside Paris at least, because I've been through the airport. But it's a very rich, extremely rich country. I think it's filled with a sense of history. You know, you have so much from the Second World War and even before, and you have so much from history of the, you know, when France actually was under the occupation, and you know, the resistance movement. I think I was standing at a stop and I saw a picture of Jean Moulin,
one of the resistance, Station in the jungle? yeah, station Jean Moulin. I even took a picture. I was so taken back. It's very deep. It's very deep. So aside the beautiful, the glare of Paris and all, it's very rich. And I must say, it's nice. It's nice. What do you think about Jean Monnet for resistance? Oh, he's how would I define it? No, it's easy. He's one of the founder of the resistance, the founding father. You know, he's like he represented the resistance in France. You know, this is an inspiring figure because if not for the Jean Moulin, I don't think me and you can sit here. You know, I don't think so. So he's inspiring figure. Inspiring figure. Very inspiring. Yes. Yes, but we want to the French Parliament to exchange conference on DRC. What do your impression? Yeah, actually today, yes, we were at the French Parliament. You know, we attended a conference on the DRC, which is my home country. It's one of the reasons why I'm actually here for this conference in Paris. My impression, I was very pleased. We saw a lot of important people, and the impression that I took back is that people are very much aware of the situation that is in Congo right now, and it was a good day. It was very constructive and extremely promising, and I was pleased with what I saw. I was pleased. Yes. What can you take away from today? What I can take away is that there's now people, I guess, are fed up. They're just very tired of the situation in Congo, and for a first time, I think, in 20 years of a war of aggression, because it's an economic war, I think there is a conscious effort now to say we have to put an end to this. You know, it's just too much. The carnage has gone for way too long. Too many people have died, and it's just not okay anymore to just be able to just look at the other eye. So I'm grateful to at least forcefully the French Parliament, the French officials have decided that they're gonna seriously get involved, and we're not just running around. We're talking about root cause issue, and I was like that. Yes. What do you think of when Europe has a weapon of the war? How to stop it? Yeah. Rape as a weapon of war, it's unfortunate, but it's been utilized a lot in DRC, and this is one of the the main subject that was discussed today. It's a very unfortunate because we've lost a lot of women, my sisters, mothers, your sister, mothers, yes. Other people's sister, mothers, children, daughters, grandmothers. Yes. It's a carnage. It's unacceptable, and but that's the weapon of war that has been used, and it's been used for one specific purpose, which is the destruction of the Congolese women. They destroy her so that they can ensure that there is no cycle of reproduction, and that particular way you exterminate the total nation. So it's very sad. It's something that we've got to put an end to it. To answer your question as to how do we stop it, I think people have to be accountable. People have to be accountable for their action, starting with the current government, quote unquote, in Congo and its leader, whoever is the president. How can you explain that in the span of
12 years that he's been in power, Kabila. You know, the record on rape is so outrageous. It's much of Kabila as well. Yeah, exactly. All this is happening on his watch. So he's got to be able to be held accountable, because as a president, you're supposed to be the guarantor of the nation. Now, how can you explain all this carnage going on? He does not react. You know, these women are being raped every year. He doesn't seem to take an action, concrete action, to put an end to it. Now, it's big enough to make believe somebody that he's just letting things go by. You know, it's just because there's only two options to it. Either you stop it, or you keep quiet and you're silenced to it. So far, he's kept quiet, so we can assume that he doesn't mean anything to it. So he's an accomplice into this carnage. Yes. You know, so it's then, you know, how do we stop it? Then, you know, the obvious choice will be, you know, we just need change, a total change of leadership. You know, we've got to be able to eradicate all this government and bring about a real leadership that's going to put order within that society, because it's too much. We cannot continue to let the women, children and kids, babies, brandly born grandmother being raped, and all this carnage going on. It's got to stop. It's impossible. You know, it's got to stop. What do you think about modification and the constitution? Constitutions, in the case of our country, you know, if you look at history in time, they have changed constitution, or they have modified constitutions throughout the world for very specific reason. You know, there was a progression, a positive progression in terms of change, progress, you know. But with the current leadership that we've had over the 12 years or so, we've been regressing. I mean, the RDC is sitting right now as the worst country, second worst country in the world by all ranking, you know. Thus, there's no need to change this, to modify the Constitution. For what purpose? If the modification of the Constitution only serves one purpose at this particular time, and that's just to extend the current President Kabila's mandate to power. But he has totally failed. He has. President Kabila is already. You're president. No, no. I'm saying that President Kabila has totally failed. Yes. He has totally failed. So there is no reason why we should even entertain the idea of modification of the Constitution. It's out of the question. He is totally failed. You know, he has not brought one particular good thing to Congo ever since he's been in power. He talked about peace, that if in 2006, when he was quote unquote elected, he said he was going to pacify the eastern region of Congo. Ever since he's been in power, there's cyclical war, one reason after another. Today we have this militia. Tomorrow we have this militia. What concrete action have you actually taken that, you know, you can, so that the population can embrace you in the sense of, yes, we can even give you an extension on anything? Absolutely nothing. It's a total carnage, you know. Therefore, there's no reason to modify the Constitution, although they've tried, you know, they keep trying, because they've tried and they keep trying to find a valid reason to modify the Constitution, but it has no bearing, none whatsoever. It's useless. Thanks. You mentioned change of leadership. Is it perhaps coming from diaspora in the 2016 election? I think so, because if I don't see any particular hope anymore with our class in Congo. Not to say that there are not people that are definitely trying. You do have some people that are courageous, that do try.
and we can't fault them for it. But I think the diaspora, if it's able to come together and be the force that it can be, I think he will be the changing factor in the 2016 election. And why not? I think a president that comes from the diaspora will be a good thing, because one that's been able to see the world, see how other society have evolved, is rich, in terms of IQ and be able to bring about change. But it's got to be a visionary. We can't just take anybody from the diaspora just because he's from the diaspora and just choose that he can go and represent us. He's got to be able to convince. He's got to be able to have a vision. It's got to be able to be effective. But definitely it's got to come from the diaspora, because aside from our founding father, President Tshisekedi, I don't see anybody else that could represent us in 2016. It's got to come from the diaspora. Yes. Yeah. But from you take message from just diaspora? Well, the message from the diaspora is, listen, guys, it's no time to sleep anymore. It's time to put egos aside. It's time to come together as one people. I live in Toronto. I came to France, to meet with other colleagues, because I understand that, we have to be able to concentrate our effort in one particular place. It's not a matter of being able to do things sporadically or to do things individually, because this fight, this resistance fight that we're in, because we are oppressed right now, it's not about individual accolade. It is about collectivity. It's us together, like we say in our country, Bomoko. It's a matter of us coming together, developing strategic points. We can then be able to move forward and go and conquer back our country. Yes, thank you. Thank you. I'm the one thanking you for your time you're giving me. Okay, bye. Take care.